Après l'invalidation de certains députés et sénateurs par la Cour constitutionnelle face au mécanisme de rectification d'erreurs dits matériels. Sur ces plateaux, nous avons l'honneur de recevoir Maître Christian Ingangé. Avec lui, on va parler de cette procédure de rectification d'erreurs matérielles. Bienvenue, Maître. Merci, M. Jean-David Kilolo. Voilà, avant que nous n'entamions les débats ou avant que nous n'entamions les vifs de notre sujet, nous vous demanderons de suivre cet état des lieux et puis on y revient. Merci. Publication des résultats des élections législatives nationales, la Cour constitutionnelle a entamé la phase de délibération des dossiers sous les contentieux électoraux. La Constitution accorde à la Haute Cour un délai de 60 jours pour traiter tous les contentieux électoraux. Pour les cas de figure, les résultats définitifs des législatives du 30 décembre 2018 devraient en principe être publiés au plus tard fin février dernier. La Cour constitutionnelle a très largement dépassé les délais constitutionnels qui lui est reconnu pour publier les résultats définitifs des législatives organisées fin décembre de l'année dernière. En ce mois de juin, la Cour a dépassé de 2 mois son délai d'examen de plus de 1002 requêtes réceptionnées, ce qui fait un total de 4 mois dans le traitement des recours des candidats, députés nationaux et sénateurs malheureux. Ce qui est d'ailleurs un record jamais égalé dans l'histoire des élections en République démocratique du Congo. Pour couper court à toute rumeur et spéculation, la Haute Cour a rendu ses arrêts en invalidant une vingtaine de députés nationaux provisoires. Entre autres Daniel Safou, Nero Mbungu au profit de Louis-Dor Balekelai, Pico Mwepu au détriment de Koulouba à Malembankulu. À Fizi, Munga remplace Kaliba, à Tchango, Daniel Mbaousou-Kissa invalidé et au Katanga Lubumbashi, Chicho Kongolo remplace Sunzu Kayembe Vital de l'AMK, pour ne citer que cela. Plus les décisions de la Cour constitutionnelle traînent, plus elles perdent en crédibilité. Voilà, Maître, vous venez de suivre l'état des lieux que l'on a fait. Effectivement. Voilà, de cette situation qui se passe à la Cour constitutionnelle. Mais déjà, il y a le dépassement du délai. Au lieu de 60 jours, la Cour est allée au-delà. Est-ce qu'on peut aussi attaquer toutes les décisions rendues par la Cour en dehors de ce délai? Merci pour cette question intelligente. Lorsque la loi prévoit le délai en dehors duquel le juge doit se prononcer, et dans les cas sous examen, la loi électorale prévoit le délai de 60 jours au cours duquel le juge devra rendre son verdict. Mais il s'est fait que, suite à une panoplie, de requêtes que la Cour avait, 1200, le président Bena Luamba l'a dit, suite à une panoplie de requêtes qu'elle devait examiner, elle est allée en dépassement de délai. Bon, cela ne vaut pas une justification, mais plutôt une explication. Maintenant, la question que vous posez est celle de savoir, est-ce peut-on attaquer une décision parce que le juge s'est prononcé en dépassement de délai? La loi ne dit rien. Lorsque le juge statue en dépassement de délai, cela n'est pas un motif pour attaquer sa décision en annulation. Mais cela peut par contre engendrer des sanctions disciplinaires. Parce que le dépassement de délai peut donner lieu à des suspicions. Et c'est ce qui est arrivé. Pourquoi la Cour devait attendre plus de 2 mois pour invalider certains députés? Ça a donné lieu à des frustrations, à des suspicions, ce qui n'est pas du tout bon. Raison pour laquelle le législateur, afin d'éviter ces suspicions, a voulu que le juge se prononce dans le délai. Mais il n'y a aucun effet négatif quant à ça. Aucun effet négatif. Voilà. Et maintenant, nous parlons maintenant de la procédure en rectification d'erreurs matérielles. Mais l'erreur matérielle ou la rectification, ça ne touche pas au principe lorsque la Cour se prononce, donc les décisions sont exécutoires. Merci, M. Jean-David. Tel est le vif de notre sujet. Il a perdu l'article 168 de la Constitution.
que les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de voie de recours. Ils sont exécutoires dès le prononcé et s'appliquent à tous. Bon, nous avons entendu au sein de l'opinion de réaction lorsque la Cour, après la réaction de députés qui ont été invalidés, la Cour a décidé de pouvoir mettre en place une chambre afin de statuer en rectification des erreurs matérielles. Nous avons entendu au sein de l'opinion certaines personnes dire que c'est en violation de l'article 168. Il faudrait qu'on fasse la part de choses. Il est de principe que le juge, dès qu'il se prononce sur une contestation, il ne peut plus à nouveau être saisi pour se prononcer sur la même prétention. On appelle ça en droit le dessaisissement du juge. Cependant, ce principe connaît quelques exceptions. Premièrement, le voie de recours qui permettent au même juge qui s'est prononcé de pouvoir rétracter sa décision. C'est le cas de l'opposition et de la tierce opposition. C'est la première exception au principe évoqué supra. La deuxième exception, le même juge qui s'est prononcé peut à nouveau être saisi en procédure de rectification d'erreurs matérielles ou d'interprétation de sa décision. Le cas sous examen, c'est la rectification d'erreurs matérielles. La Cour, après avoir reçu les doléances des députés frustrés par les arrêts qu'elle a rendus, a décidé de pouvoir procéder à la vérification ou à la rectification des erreurs matérielles. Cette procédure n'est pas une voie de recours. Ce n'est pas une voie de recours. D'autant plus que une voie de recours a pour objectif d'obtenir la rétractation, la réformation ou l'annulation d'une décision. Et alors que la rectification d'erreurs matérielles ne tend pas à amener le juge à annuler sa décision, mais plutôt à procéder à certaines corrections de nature qui ont été de nature à altérer la véritable expression de sa pensée. Donc, dans les cas d'espèce, c'est que vous dites que la rectification d'erreurs matérielles n'est pas une voie de recours. Effectivement. Et si aujourd'hui, il y a ceux qui sont invalidés, lorsqu'il y a rectification et que l'on se rend compte que les juges s'étaient trompés, on pourra revenir sur la décision. Exact. Je ne voudrais pas dire revenir sur sa décision parce que ce serait altérer l'autorité de la chose jugée. Le juge va tout simplement corriger des erreurs. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, M. Jean-David Kilolo, le juge est un être humain. Il peut se tromper. C'est un être humain qui peut se tromper. La rectification d'erreurs matérielles permet au juge de pouvoir corriger certaines incorrections advenues suite à son inattention ou à sa négligence. C'est ça, en fait, l'objectif de cette procédure. Le juge, suite à l'inadvertance, suite à l'inattention, a procédé à certaines affirmations ou certaines incorrections qui ont altéré la vraie substance de sa décision. Et lorsqu'il est saisi par cette procédure, le juge va tout simplement corriger ces incorrections afin de sauvegarder la vraie substance de sa décision. En guise d'exemple, puisque nous parlons des arrêts, n'est-ce pas, qui ont invalidé certains députés, les requêtes qui viennent d'être déposées, je crois que la Cour est déjà en plein examen de ces requêtes. C'est presque déjà vers la fin. Vers la fin déjà. Les requêtes déposées, si ces requêtes s'avèrent fondées, le juge va tout simplement rectifier. Qu'est-ce qu'il va rectifier? Il va rectifier soit une erreur de nom, il va rectifier soit une erreur de calcul. À titre illustratif, il peut arriver que M. X, qui alors qu'il a 300 voix, a été validé au détriment de celui qui a 5000 voix,
alors que cela ne devait pas arriver, la Cour devra corriger ça. En réalité, celui qui doit être validé, c'est celui qui a 5000 voix, mais par inadvertance, par négligence du juge, il a dans son arrêt déclaré victorieux ou accordé la victoire à celui qui, en principe, aurait dû être invalidé. C'est ce que le juge fait. Mais le juge ne remet pas en cause sa décision, d'autant plus que la rectification ne peut pas entamer l'autorité de la chose jugée. Est-ce que la rectification, c'est quoi? Parce que vous refusez qu'elle n'ait pas une voie des recours. Vous avez parlé de l'opposition ainsi que de la tierce opposition, mais pas la rectification d'erreurs matérielles. C'est quoi? Comment on peut situer la rectification d'erreurs matérielles? La rectification d'erreurs matérielles porte sur, je l'ai dit tantôt, soit sur les calculs qui ont été mal faits par le juge, soit sur le nom. Il peut arriver que Monsieur X... Donc ce n'est pas une voie de recours. Ce n'est pas une voie de recours. Pourquoi? Parce qu'une voie de recours est de nature à amener le juge à annuler sa décision. Alors que la Constitution dit clairement que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de voie de recours. Et lorsque déjà on se rend compte qu'il y a erreur? Voilà, lorsqu'on se rend compte qu'il y a erreur, on corrige. On corrige. Celui qui avait, à qui on a donné 5000 alors qu'en réalité il a 200, on lui donne ses 200 et on restitue les 5000 à celui qui en a. Voilà, maintenant c'est quoi la procédure? Voilà comment l'on procède. C'est par une requête que la partie lésée saisit le même juge qui a rendu sa décision en rectification d'erreurs matérielles. Ce dernier examine cette requête. Si la requête s'avère fondée, le juge va rectifier cette décision et la transmettre à va la transmettre à la Commission électorale nationale indépendante. La base légale, c'est, autant que je m'en souvienne, l'article 74 alinéa 1 de la loi électorale, qui est la base légale en cette matière. Donc là, c'est lorsque cette erreur-là s'avère fondée. S'avère fondée parce que il faudrait qu'on précise une chose, M. Jean-David Kilolo. Le fait d'aller en rectification, de saisir le juge en rectification, ne veut pas forcément dire que ce dernier vous donnera gain de cause. Il faudrait apporter la preuve de l'erreur matérielle. L'erreur matérielle ne se présume pas, elle se prouve. Le requérant devra dans sa requête apporter des preuves qui attestent que le juge s'est trompé. Et si la requête s'avère fondée, le juge va rectifier. Mais si la requête n'est pas fondée, c'est l'irrécevabilité. C'est l'irrécevabilité. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Maître Christian Ngangué. C'est moi qui vous remercie. De votre passage, de pouvoir beaucoup plus nous éclairer sur la procédure de rectification d'erreurs matérielles, parce que beaucoup sont passés ici. Ils ont donné leur point de vue, comme pour dire que la Cour ne peut pas se dédire. Il fallait rester toujours dans la première décision. Il ne fallait pas. C'est une confusion. Voilà. Les gens confondent la procédure d'erreur matérielle au principe de non bis in idem. Nous ne sommes pas dans des cas sous examen. Je vous ai évoqué le principe, celui de la chose jugée. On ne peut pas demander au juge de pouvoir revenir sur sa décision. Mais il y a des cas exceptionnels et l'erreur matérielle est une exception. Cette procédure permet au même juge de pouvoir non pas annuler sa décision, mais corriger tout simplement les erreurs qui ont été commises suite à une inadvertance de sa part. Mais ça n'altère pas l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée ne peut être altérée que par le voie de recours. L'erreur matérielle, la rectification d'erreur matérielle n'étant pas une voie de recours, n'altère en rien l'autorité de la chose jugée. Il ne faudrait pas qu'on fasse une confusion. Merci beaucoup. Vous savez qu'avec vous, la matière a toujours été abondante. Voilà, merci. Nous aurons le temps de pouvoir encore vous inviter pour d'autres sujets aussi importants. Merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Restez branchés, fidèles téléspectateurs, à nos programmes de Télé 50 et à très bientôt.